chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui 2 séquences, une première avec l'abbé Claude Barthes, que vous connaissez bien, l'abbé Barthes qui est spécialiste de liturgie, spécialiste d'actualité dans l'Église, vaticaniste, vient de publier aux éditions de l'Homme Nouveau un petit ouvrage qui s'intitule L'Église demain et qui est un peu un programme de réforme de la réforme. Comment sortir de la crise de l'Église en quelque sorte. Voilà, un livre passionnant et je pense que l'abbé Barthes va être fort intéressant. Puis nous allons discuter ensuite avec Louis-Marie Bonneau, qui est un jeune chercheur et qui vient de publier un livre assez passionnant et assez glaçant aussi sur l'OMS et le programme de reproduction humaine. Vous savez que l'OMS, comme beaucoup d'organisations internationales, pousse beaucoup au malthusianisme, à la contraception et l'avortement forcé aussi à l'occasion, parfois à la stérilisation forcée. Voilà. Et donc Louis-Marie Bonneau a enquêté, a fait un travail de recherche sur 70 ans de programme de l'OMS sur la reproduction humaine. Ça donne un ouvrage assez passionnant. Voilà pour le programme de notre émission. Eh bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir un habitué, l'abbé Claude Barthes. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un peu un spécialiste de l'histoire, de l'actualité de l'Église, que ce soit au Vatican, en France. Et là, vous venez de publier un court ouvrage, mais assez dense, qui s'appelle L'Église demain. C'est un programme de révolution, si je puis dire, sous-titré Pour une vraie réforme. C'est paru aux éditions de l'Homme Nouveau. Pour être tout à fait honnête, en lisant ça, pour ne rien vous cacher, je lisais ça dans le métro et je pensais au comte de Chambord. C'est il faut reprendre le grand mouvement de 1789, ce qui dans la bouche du comte de Chambord était un peu baroque, et dans votre bouche, dire une vraie réforme, ça semble un peu bizarre aussi. Pardon, mais en fait, je pense que c'est assez. C'est l'idée que de fait, il y avait des choses à changer en 62, au début du Concile Vatican II, mais on a pris un chemin qui conduit à l'enterrement des réformes et à l'apostasie immanente. Enfin, c'est pas forcément Vatican II qui est à l'origine de l'apostasie, mais... Quoique. Vous allez encore vous faire des copains. Mais donc l'idée, c'est, on entend bien qu'il y avait des choses à réformer et évidemment, tout le programme réformateur d'ailleurs depuis 12 était sur la table. Et voilà, la réforme est devenue révolution et il est temps de se calmer et de laisser des évêques et des prêtres lancer les réformes dont on espère qu'elles seront reprises par le pape dans quelques années, le plus tôt possible. Oui, c'est la grande idée. Vous avez très bien compris. On attendait une réforme. On attendait aussi une révolution, il faut bien le dire. Ouais, mais disons, en tout cas, au lieu d'une réforme, on a eu une révolution. Et alors, vous parlez d'un certain nombre de chantiers. Il y a la liturgie, il y a le catéchisme, il y a les séminaires. Qu'est-ce qui serait prioritaire pour vous ? Ça, c'est une question difficile. Je pense bien sûr le catéchisme en soi, c'est évident, mais il faudrait que marche en même temps la liturgie, parce que la liturgie c'est très visible. Ouais. On le voit d'ailleurs dans la manière dont c'est passé. Dans Vatican II, c'est appliqué. La liturgie a joué un rôle considérable à la fois pour faire passer le reste, et en même temps pour faire prendre conscience. Piquer l'instinct de la foi de ceux qui pouvaient que les choses avaient changé, c'est quand même très visible. Voilà, donc, mais oui, je dirais quand même le catéchisme, bien entendu. Alors vous me direz, le catéchisme, il a déjà été en cours de réforme. C'est-à-dire que, oui, tout n'est pas à faire, tout n'a pas été fait, mais toute une partie ce qu'on appellera les conciliaires, ont quand même je pense que tous ont une mauvaise conscience, mais une partie davantage. C'est-à-dire que depuis dans le concile et après le concile, il y a dans le monde conciliaire ces deux tendances, centre-droit, centre-gauche, pour parler en termes politiques qui ne veulent rien dire, bien sûr, enfin quand même qui sont bien pratiques. Ce que Benoît XVI a appelé l'herméneutique de continuité, de rupture. De rupture, et de l'autre côté de réforme dans la continuité. De réforme dans la continuité, n'est-ce pas ? Alors cette herméneutique de réforme dans la continuité,
a compris pendant tout un temps qu'il fallait arrêter le cheval qui s'emballait, calmer le jeu, et lancer en effet certaines choses, et celle du catéchisme particulièrement importante. Mais aussi, remarquez-le, chez le même Benoît XVI, enfin Ratzinger d'abord, Benoît XVI ensuite, celle de la liturgie. Oui. Alors bon, le catéchisme qui a été fait... Mais pardon, sur le catéchisme, le chapitre que vous consacrez dit effectivement qu'il y a des bonnes nouvelles. Le catéchisme de l'Église catholique remet semi-bonne nouvelle, oui, parce qu'il y a aussi... Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très juste, c'est que ça n'a pas été traduit en manuel pour les enfants. En fait, on a l'impression qu'il y a une constitution qui, en gros, est plutôt bonne. Enfin, il y a pas... Mais... c'est pas le tout. En fait, personne ne lit le catéchisme de l'Église catholique. Il faut donc en faire quelque chose d'utilisable. Alors, on a fait un résumé, mais qui non plus n'est pas utilisable. Et puis, par ailleurs, il y a les enfants, pour lesquels il faut faire des catéchismes. Donc, il s'est fait des choses, mais alors là, pour le coup, c'est déjà la pré-réforme. Comme avant le Concile de Trente, il y avait des choses qui se passaient. Et il y a eu tout le travail des éditions Teki, par exemple, qui a contenu... Mais qui, pour le coup, est en marge et dans l'opposition. Alors ça fait partie de ce qu'il faut avoir en tête quand on parle de la réforme future, c'est que ces choses qui sont faites en marge, ou alors la fraternité Saint-Pierre, les trois blancheurs, des choses qui sont extrêmement utiles, et qui font que, à la marge, à la périphérie, comme on dit aujourd'hui, cette réforme à faire a quand même des assises. Il faut, en quelque manière, ramener la cérémonie au centre. Ça vaut aussi pour la liturgie. C'est clair, puisque la liturgie romaine a été maintenue aux périphéries, bien sûr. Et il faut la ramener au centre. Alors là, ce sera un peu plus compliqué, certainement. Tout sera compliqué, certainement. Donc il faudrait parler de la manière. Vous dites un truc très intéressant, et pour moi, ça fait partie de la difficulté de cette vraie réforme. Si d'aventure un évêque disait, tiens, à partir de maintenant, le catéchisme marginal devient central dans mon diocèse, la liturgie marginale devient centrale. Ce qui en soi est pas très difficile, c'est une décision d'une personne. Évidemment, il y a trois curés qui vont ronchonner, mais enfin, ça va pas entraîner. Ça n'est pas difficile en fait. Mais vous dites un truc que je trouve très juste, c'est que c'est difficile pour les gens que ça critique. Donc typiquement les personnes de l'institution en place vont pas sauter de joie à l'idée qu'on dise ça fait 50 ans que votre pastoral donne pas des fruits époustouflants. Et puis de l'autre côté, c'est aussi difficile pour la périphérie qui arrive au centre, parce qu'elle risque de perdre son identité, de se diluer. Et donc, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas? C'est pas si facile que ça non plus. Bien sûr. Alors oui. Alors concrètement, au jour d'aujourd'hui, on va dire que c'est impossible. Parce que, surtout dans le climat français, on voit où un évêque fait un petit quelque chose, il est tout de suite repris en main, et il y a un resserrement des vis un peu partout. La période est vraiment très difficile. Mais peut-être, c'est tellement gros que ça ne peut pas durer. Donc, en effet, un évêque pourrait faire des choses comme ça. Il aurait à se battre contre son ce qui reste, le presbytérium. Et en effet, il y aurait cette difficulté concrète, et aussi pour la périphérie qui revient au centre, et pour celui qui mène la barque, l'évêque, dans l'Église, ce sont les évêques et le pape qui mènent la barque. Pour celui donc qui s'attellerait à cette réforme, il y a celle de faire passer les fidèles d'un État à un autre, avec des cas différents. Par exemple, le catéchisme, on peut pas bricoler, on peut pas dire on va faire un semi-catéchisme d'abord, puis un vrai catéchisme ensuite. Il faut tout de suite donner un vrai catéchisme, en essayant de le faire entendre, en se développant une homilétique, comme on dit. Enfin, il faut parce qu'il n'y a pas que le catéchisme. Oui, bien sûr, c'est l'ensemble de la prédication. Absolument. Vous parlez beaucoup des fins dernières aussi, ce qui est clairement un des sujets majeurs. Oui, alors que ça n'a pas été touché par Vatican II, mais malgré tout, dans ce climat général de révolution, ça s'est complètement effondré. Alors pour ce qui est de la liturgie, oui, c'est la fameuse réforme de la réforme. C'est-à-dire que moi je suis très favorable à la réforme de la réforme, à condition de bien comprendre ce que c'est. Le terme est réforme de la réforme. Il s'agit de réformer la réforme et non pas de réformer le rite traditionnel. Et là, en l'espèce... Et de garder, comme disait le cardinal Ratzinger, le rite traditionnel comme la butte témoin vers laquelle la réforme de la réforme doit tendre, en fait. Tout à fait, c'est bien ça. Donc si on imagine ce diocèse... imaginaire. Oui, voilà, comme je cherche le nom du télémac. Oui, c'est ça. Enfin, de Salerne. Salerne, oui. Donc dans ce lieu, l'évêque fera quelques concessions
aux paroisses ordinaires, Ouais, bien sûr. parce qu'il est évident qu'elles ne peuvent pas d'un coup passer Ouais, bien sûr. d'un état dans un autre. Voilà, alors là, il y a des choses qu'on peut faire, en effet, qu'on peut tolérer, qu'il faut tolérer, certainement. Oui, bien sûr. De toute façon, la réforme de la réforme ne pourra pas être aussi brutale que la Révolution, parce que sinon, on a... Quoique, il y a quelque chose de brutal dans le symbolique. Oui, c'est le vrai. fait, tout simplement, je sais bien que ça ne fait pas partie du texte même de la réforme, enfin, ça fait vraiment partie de la réforme, l'autel face au vol, retourner l'autel, et j'insiste là-dessus, qui est tout bête, et en même temps très fort. Oui, c'est très fort. Mais pour le coup, on pourrait imaginer, là, Benoît XVI avait vraiment montré l'exemple, le fait de célébrer régulièrement orienté, de donner la communion au banc de communion. C'est pas une déclaration de guerre, mais enfin, ça envoie un message. À Rome, on fait comme ça, ou à la cathédrale, on fait comme ça. On fait comme ça. Et ça devrait être d'autant plus facile que qu'il y a une attente quand même de ceux qui restent de peuple chrétien. Absolument. De liturgie qui soit plus... parce que, si le traditionnalisme, comme on l'appelle, enfin donc cette mouvance qui tient à la liturgie traditionnelle, puisqu'on parle de ça maintenant, marque des points aux grandes dames des adversaires, c'est que la cause est bonne. Oui. Hein, oui, et puis après, il y a aussi une question de démographie, c'est que comme tout le reste s'effondre, le simple fait d'avoir des enfants fait que la transmission est plus du côté conservateur que du côté... D'ailleurs, pas uniquement tradit, là aussi, vous dessinez bien ça. Il y a... Alors que pendant très longtemps, il y avait une alliance que vous diriez du centre-gauche et du centre-droit contre les tradis. Aujourd'hui, il y a plutôt une alliance des restaurationnistes, donc du centre-droit, des Ratzingeriens et des tradis contre le centre-gauche. Oui, ça c'est un effet de... C'est un effet de Benoît XVI. C'est l'effet de Benoît XVI et l'effet de François. Et un effet de François, c'est un effet de front commun. Bien sûr. Je suis parfois très étonné de voir des gens qui me disent oui, vous avez tout à fait raison, alors qu'ils viennent de... Et qui sont très durs. Moi, je suis très impressionné par des prêtres qui ne célèbrent que la nouvelle messe et donc qui connaissent pas grand-chose au combat tradit, mais qui sont extrêmement durs sur... Mais pour le dire clairement, le sédévacantisme aujourd'hui est hors du monde traditionnel. C'est ça. C'est très curieux, mais enfin c'est comme ça. Oui. Donc, on dit prédication, catéchisme d'un côté et liturgie de l'autre. Il y a aussi la question de la formation des prêtres. C'est très important, bien sûr. Et là aussi, il s'agirait... Alors, l'aménageant, la rectifiant peut-être, enfin je sais pas, l'améliorant, prendre ce qui se fait à la périphérie pour le ramener au centre. Là, mais typiquement, donc le modèle des séminaires tradis et Cône, Vigrasbad, donc un séminaire hors du monde où on vit une vie un peu monacale. Non, certainement pas. Là, justement, parmi les choses à améliorer, c'est là aussi, il faudrait prendre des choses qu'on imaginait, expérimenter même le centre droit. Là, je pense à Lustiger, le cardinal Lustiger, ces maisons paroissiales, comme on revenait d'ailleurs à la contre-réforme. Oui, tout à fait. Une formation insérée dans les paroisses elles-mêmes, à condition que la formation, évidemment, soit très correcte. Et oui, donc pas hors du monde. On comprend qu'en effet, comme ça, dans ces maisons, il fallait le faire, il faut le faire toujours. Puis bon, on est dans une situation très particulière. On pourrait aussi poser une question, que vont devenir, puisque j'ai l'air de licencier voilà, les communautés ecclésiadei. Il faut quand même se dire que les communautés ecclésiadei se sont constituées à cause d'une situation exceptionnelle. Et pour répondre à cette situation, pour autant, alors bien sûr, elles rendent d'immenses services, elles vont le rendre encore longtemps, encore un peu d'autre temps, bien sûr. Et il ne s'agit pas de dire, merci, au revoir et merci, je suis l'évêque du lieu, je ne sais pas moi, que je pas. On n'a plus besoin de vous. Au contraire, je pense qu'elles pourraient jouer un rôle qu'ont rempli dans le temps de la contre-réforme catholique, après le Concile de Trente, les eudistes, ces sulpiciens, ces lazaristes, qui se sont occupés justement de la formation des prêtres. Et des missions... et des missions paroissiales, bien sûr. Oui, ça encore, comment imaginer aujourd'hui des missions paroissiales ? On ne sait pas, mais enfin, il faudrait quelque chose comme ça, bien sûr, aussi. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Donc, l'Église demain pour une vraie réforme, c'est paru aux éditions de l'Homme Nouveau. C'est un petit livre qui coûte 13 € et qui fait 125 pages. Très, très stimulant. Je pense que vous allez encore avoir de nouveaux copains, mais ça vaut vraiment la peine d'être lu, chers amis téléspectateurs. Merci, monsieur l'abbé. Merci à vous.
retour sur le plateau de Terre d'émission et j'ai le plaisir d'accueillir Louis-Marie Bonneau. Bonjour Louis-Marie. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'ECLJ, qui est le Centre européen pour le droit et la justice, ou la loi et la justice, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Law and Justice, en anglais, Law and Justice. C'est ça. Donc vous êtes chercheur à l'ECLJ, qui est un organisme qui travaille auprès des institutions internationales, notamment le Conseil de l'Europe. Et alors, la raison pour laquelle je vous reçois, c'est pas l'ECLJ, même si on a plusieurs fois reçu des chercheurs de l'ECLJ ici, c'est que vous venez de publier un ouvrage chez l'Harmattan qui s'appelle l'OMS et le programme de reproduction humaine. Et comme je vous disais avant de commencer, quand j'ai reçu le bouquin, pour être franc, j'ai pensé que c'était le genre de bouquin qu'on envoyait à la cantonade aux journalistes, et j'ai failli pas le poubelliser, mais l'archiver. Et comme je fais toujours, je feuillette un peu et je dis tiens, il y a des choses qui m'intéressent. Et en fait, je l'ai lu intégralement, ce qui m'arrive pas tout le temps, mais c'est un sujet extraordinairement intéressant. Donc vous faites en quelques dizaines de pages le parcours de la fondation de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, de 1950 à 2020, et tout ce qu'ils ont fait en matière de reproduction humaine. Et alors ça va vraiment dans toutes les directions, de la propagande pour l'avortement à la stérilisation forcée, en passant. Donc il y a vraiment de tout. Et y compris des choses tout à fait honorables par ailleurs. Il n'y a pas que des trucs monstrueux, mais franchement, en lisant le bouquin, il y a des moments où on sursaute quand même. Alors, première chose, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous intéresser au programme de reproduction humaine de l'OMS ? Déjà, merci beaucoup pour votre invitation. Ce qui m'a donné envie de m'intéresser à ce programme, c'est la publication en 2022 des lignes directrices de l'OMS sur l'avortement. D'accord. Donc, qui ont été publiées à ce moment-là et qui étaient vraiment extrêmes. Qui expliquait par exemple qu'un avortement pratiqué chez une jeune fille mineure sans l'avis de ses parents était tout à fait normal, devait être valorisé, etc. etc. Et donc on s'est un petit peu intéressé aux rédacteurs de ces lignes directrices et on s'est rendu compte que 67% étaient des militants de l'avortement sur les réseaux sociaux, etc. Mais publiés sous le timbre de l'OMS qui expliquait aux États ce qu'il fallait faire et comment modifier leur législation. Donc c'était quand même assez choquant. Et on s'est rendu compte que c'était un sous-programme de l'OMS qui plus précisément avait rédigé ces lignes directrices et qui s'appelle le Programme de reproduction humaine, donc le Human Reproduction Program en anglais, HRP. Et donc on a commencé un petit peu à gratter. On s'est rendu compte que quelques années avant, Warren Buffett, un milliardaire américain, avait fait un don de 100 millions de dollars pour ce programme. On s'est dit, il y a des choses intéressantes à creuser et malheureusement, la recherche scientifique était assez pauvre et universitaire était pauvre sur le domaine. Les articles qui avaient été rédigés sur le programme avaient été rédigés par des anciens directeurs, surtout du programme, et donc ça nous a poussé à creuser vraiment à partir de sources primaires. Donc ce livre est vraiment fait à partir de sources primaires. Donc quand vous dites sources primaires, c'est les rapports de l'OMS Rapports de l'ONU, de l'OMS, du directeur général de l'OMS. Et les archives, en fait. D'accord. Et alors, ce qui se dégage, c'est quoi ? C'est une constance malthusienne, enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais où est-ce qu'il y a des inflexions ? Les années 60 ont changé quelque chose ? Comment ça s'est passé ? Je dirais qu'il y a toujours une même direction, mais que le discours évolue pour des raisons marketing au fur et à mesure des années. Ça a commencé en 1950 avec la création, effectivement, dans ces années-là, un petit peu avant pour l'ONU, un petit peu et en 48 pour l'OMS, où il y avait une vraie crainte que l'explosion démographique dans le monde ait des conséquences désastreuses d'un point de vue économique. Donc l'ONU était convaincue de ça, et l'OMS aussi, elle craignait que la surpopulation ait des conséquences en matière de santé, et que c'est également des conséquences économiques. On revient assez souvent à l'économie et à la crainte économique in fine. Et donc, pour éviter cette explosion démographique, ils ont décidé d'étudier les moyens de réduire la taille de la population humaine sur Terre. Et donc, ils ont lancé à partir de 1970 des programmes d'études pour développer différentes méthodes, dont des méthodes abortives et contraceptives qu'on trouve actuellement dans toutes les pharmacies en France, ailleurs.
Mais ils ne se sont pas contentés de faire des études scientifiques, ils ont aussi poussé à des changements de législation. Tout d'abord, ils ont commencé par des études avec des scientifiques de haut vol, nobelisables, et avec des études d'excellente qualité, dont la moralité est tout à fait contestable, c'est sûr. Et puis, effectivement, une fois qu'ils ont développé les méthodes qui étaient jugées les plus efficaces, ils ont émis des recommandations pour les États, pour les faire accepter. Et surtout à partir de 1994 et la conférence du Caire, ils n'ont plus dit que c'était pour des raisons économiques. Ils ont dit voilà, c'est pour des questions de droits de l'homme. Voilà, la contraception, c'est pour, bien évidemment, la santé et les droits des femmes. Mais oui, mais en fait, non, ça a été fait pour réduire la population humaine pour des raisons pas matérialistes. Et dans la pratique, la contraception chimique a des vraies conséquences négatives sur la santé des femmes. Et sur l'environnement, accessoirement. Et par ailleurs, on a l'impression qu'une partie de l'argent occidental, puisque donc, ces organisations sont financées par les États et les particuliers, et une partie donc de cet argent, c'est des sommes gigantesques qui sont utilisées pour faire pression sur l'Inde, sur la Chine, dans les années 60 ou 70, pour qu'elles pratiquent, y compris des choses qui sont vraiment très problématiques. Là, pour le coup, en matière de droits de l'homme, vous parlez de campagne de stérilisation. Je trouve qu'il y a des choses qui sont quand même inouïes. Alors, ils n'ont pas forcément mis en place les campagnes directement, mais ils ont plutôt réellement créé des techniques pour que la stérilisation soit la plus efficace possible, marche vraiment et soit réalisée la plus facilement possible. J'entends bien, mais on parle de la contraception aussi. Ils ont toujours mais de mon point de vue, c'est pas moins grave de dire voilà comment faudrait faire. C'est quand même les théoriciens. Moi, je trouve ça inouï quand même qu'on dise après tout. Et puis en plus, il y a alors vous le dites pas et évidemment eux ne le disent pas non plus. Mais il y a des moments où on se demande si c'est pas carrément du racisme parce qu'on a l'impression que c'est quand même des pays sous-développés. On va leur apprendre à se tenir, en gros. Mais je pense qu'il s'agit d'une forme de néocolonialisme teinté effectivement de racisme, et on peut le voir, ça se prouve par deux éléments. C'est que les principaux financeurs du programme sont des pays scandinaves qui ont une tradition eugénique. Donc dès 1970, c'est ces pays qui ont commencé à financer le programme à destination des pays les plus pauvres, effectivement d'Afrique, d'Inde, etc. Et c'était assumé qu'il fallait réduire la population de ces pays pour, évidemment, leur bien. Ils n'étaient pas capables de choisir eux-mêmes quelle direction prendre. Et puis en proposant des méthodes de contraception et de stérilisation, etc., qui soient le plus indépendants possible de la volonté des individus, des femmes qui les prenaient le plus souvent. Donc les implants contraceptifs, la contraception de longue durée, et puis même des recherches sur les vaccins contraceptifs stérilisants qui n'ont pas donné lieu à des produits disponibles sur le marché aujourd'hui, mais il y a encore des essais cliniques qui, jusqu'à très récemment, étaient encore menés pour essayer de les développer. D'accord. C'est quand même assez fascinant. Et puis, il y a aussi tout... Parce que autour de l'OMS gravite tout un... vous parliez tout à l'heure de Warren Buffett, mais il y a aussi la Fondation Gates, il y a aussi le planning familial lui-même qui est souvent engagé dans... Et donc, qui ne sont pas tout à fait des gens neutres sur ces questions. C'est le moins qu'on puisse en dire. Et je pense un planning familial, c'est quand même spécialement évident. La fondatrice du planning familial est en relation assez permanente avec l'Allemagne nazie, explique des choses tout à fait impressionnantes. Alors maintenant, ils la mettent moins en avant parce qu'ils assument plus tout à fait, mais enfin, c'est quand même à l'origine de la culture de l'avortement, il n'y a pas que des choses tout à fait glorieuses et en faveur des droits de l'homme. Il y a surtout de l'eugénisme. Il y a beaucoup d'eugénisme, c'est ça. Et les historiens le prouvent de manière très claire. Encore aujourd'hui. Mais ce que je trouve curieux, c'est qu'on a cette dissonance permanente parce que l'ONU continue à être nous rappeler les heures les plus sombres en permanence. Et puis de l'autre côté, il y a une bonne partie du programme. Alors évidemment, c'est pas le programme nazi en tant que tel, mais une bonne partie du programme qui avait été récupéré d'ailleurs par les nazis. Ça venait de bien plus loin. Les Anglais et les Allemands avaient été assez loin dans l'eugénisme et dans le darwinisme et ce genre ou le mathusianisme d'ailleurs. Mais la dissonance est assez troublante en fait. Et quand on vous lit, à chaque fois, on se dit mais c'est bizarre. Ça relève vraiment d'une idéologie matérialiste, d'une vision de l'homme qui est assez
primaire, puisque l'homme n'existe que pour satisfaire ses besoins économiques. Et oui, donc c'est effectivement assez troublant de se rendre compte à quel point quelle est cette vision de cette organisation internationale qu'est l'OMS sur ce qu'est l'homme. Mais ils en sont très fiers puisqu'ils écrivent noir sur blanc dans leur texte que, en faisant ainsi, l'avenir s'engage vers une destinée radieuse. Etc. Avec comme toujours avec les totalitarismes. Exactement, ouais. Mais est-ce que c'est encore d'actualité ou c'est des trucs qui sont du passé ? Actuellement, les contraceptifs sont dans les pharmacies, les lignes directrices sont envoyées aux États très régulièrement. Et par exemple, aujourd'hui encore, l'OMS fait de la propagande pour je sais pas quoi, donc écrit à l'État français pour dire vous devriez dérembourser, ou rembourser plutôt la pilule du lendemain ou des choses comme ça. C'est ce qu'ils disaient dans leur ligne directrice encore en 2022. Alors effectivement, par contre, le discours change. Puis les motifs évoluent. Si dans les années 50, on développait ces méthodes pour des raisons économiques, qu'on le faisait plutôt pour des raisons de droits de l'homme dans les années 90. Aujourd'hui, c'est peut-être plus pour des raisons climatiques. Ouais, et donc, il y avait comme ça une campagne qui était publiée sur des panneaux de bus au Canada en 2020 qui disait que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à son premier enfant, c'est de ne pas en avoir de deuxième. Et donc... finalement, prendre la contraception, se faire stériliser ou avorter, c'est un don altruiste fait à l'humanité. D'accord. Et c'est ce que les communicants du programme de reproduction humaine de l'OMS essayent de vendre aujourd'hui aux populations. Impressionnant. Écoutez, merci beaucoup Louis-Marie. Donc Louis-Marie Bonneau, l'OMS et le programme de reproduction humaine. Il y a des moments un peu glaçants quand même dans ce. Alors c'est très documenté. C'est pas un pamphlet, mais il y a des moments où on n'aurait pas de difficulté à écrire 2 ou 3 pamphlets à partir des rapports que vous citez. Donc 1950-2020, 70 ans de politique démographique. Et de politique d'effondrement démographique en l'occurrence. Oui, dans certains pays, ils en subissent encore les conséquences, comme en Chine aujourd'hui. En Chine, c'est quand même très clair. Ouais. Merci Louis-Marie. Et écoutez, chers amis téléspectateurs, si vous voulez comprendre un peu à quoi ressemblent nos dirigeants, ce que lisent nos dirigeants, les directives qu'on leur envoie depuis les officines internationales, ça vaut la peine. C'est vraiment passionnant et glaçant. Merci Louis-Marie. Merci beaucoup. Et donc ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui animera Terre de Mission. Nous nous retrouvons dans 3 semaines et d'ici là, que Dieu nous garde.